peut paraître assez exotique dans les cercles académiques ou politiques. Cela dit, quand Sylvain Parachov m'a proposé de parler d'agriculture, j'ai un peu hésité, puis j'ai voulu relever le défi. Hésité parce que le sujet est d'abord complexe, que je n'ai pas la prétention de maîtriser toute la question agricole, surtout dans un Maghreb, comme disait un de mes anciens profs, à géométrie variable, d'autant que les études qui existent sont souvent, par exemple, ont tendance à aller embrasser l'Égypte et oublier la Mauritanie. Bref, je me suis jeté à l'eau, donc je vous demanderai de l'indulgence, mais en même temps, j'essaierai d'être bref, même si j'ai préparé quelque chose d'assez consistant, mais d'aller vite, notamment par égard pour votre attention, pour la condition physique des uns et des autres, et surtout l'attention, et par rester à mon collègue qui intervient encore un peu plus tard que moi. C'est les livres que je pense connaître le mieux et sur lesquels il y a le plus de données probantes ou chiffrées, ou tout tas d'études sur la question agricole, rurale et alimentaire. J'ai intitulé mon propos pour un Maghreb agricole commun, donc il y a une part de rêve, voire de provocation, parce qu'on est très loin de cela, mais parce que aussi, de par le métier que je fais, qui est celui d'agriculteur, on ne peut pas avancer si on est par essence, je vais dire, par déterminisme, parce qu'on est dans le sujet. Pour être dans le sujet, on doit être optimiste. En Norvège, en Allemagne, nous avons fait une enquête où beaucoup de jeunes, ils regrettent qu'ils n'ont pas eu la capacité de enregistrer les recettes de leur grand-mère, de leur tante, pour avoir la mémoire de la nourriture de leur pays et de leur enfance. Donc, la narration de la diète méditerranéenne et la préservation du grain, du vin, de l'huile d'olive doit être une chose très importante pour les années à venir, où la désertification, la sécheresse et surtout les modifications chinoises qui peuvent tuer nous tous doit être allontanée et nous devons préserver la qualité de l'agriculture de la Méditerranée avec un réseau. Et je fais une proposition à ce monsieur. Dans notre maison de la Méditerranée à Naples, nous allons donner visibilité à la diète méditerranéenne comme philosophie de vie. Et donc, je n'ai pas besoin d'autorisation de l'UNESCO. La Tunisie, c'est bienvenu. Et donc, vous pouvez déjà participer à cette action qui, je crois, c'est très important. Donc, je m'excuse avec vous. Et je donne la parole au dernier, qui c'est le docteur Mehdi Raïs, docteur en sciences politiques, coordinateur de la Konrad Adenauer Stiftung du Maroc. À vous la parole, monsieur. Financé par la FAO pour nous aider dans ces secteurs clés. Je vous prie de revoir cet accord pour peut-être le dynamiser et faire en sorte que ce soit la FAO qui finance, comme je l'ai dit, mais qui a présenté pas mal de propositions. Je me rappelle aussi que nous avons dans les localisations de secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, une direction qui s'occupe de l'agriculture. Et cette direction a fait un excellent travail par des réunions périodiques entre les experts dans différents secteurs, y compris dans des secteurs clés au niveau de l'agriculture, et même pour voir ce qui se passe dans le désert maghrébin, pour aider les oasis qui existent au moins dans le Maghreb central comme une source importante pour produire certainement, mais pas uniquement les dates. Qu'est-ce que c'est ça? Ecco l'acqua del fiore d'arancia. D'arancia, che fa? Porta? Porta fortuna. Grazie. Ecco.
à l'occasion de ce colloque international sur le Maghreb, le déterminisme géopolitique, les enjeux stratégiques. La séance d'aujourd'hui, que j'ai l'honneur de coordonner, est intitulée « Le Maghreb et l'autre ». Nous avions eu déjà hier l'occasion d'évoquer de manière, je crois, suffisamment répétée et insistante à la limite, sur le fait qu'on ne peut pas parler du Maghreb sans parler de notre voisin immédiat qui est l'Europe, et même certains de nos amis ont évoqué la nécessité d'entretenir des relations avec l'Afrique subsaharienne. Il est un fait que durant l'histoire, comme nous en avions parlé hier, les relations avec la chrétienté qu'on appelait à l'époque, qui est devenue ensuite l'Europe, les interférences, en tout cas les interférences du point de vue de l'Europe, étaient présentes dès le Moyen-Âge. Nous sommes aujourd'hui à une époque où quand même les choses ont heureusement changé dans les relations internationales et les interventions d'aujourd'hui porteront essentiellement exposé à la fois passionnant réellement. D'abord la clarté de votre exposé, puis les données que vous avez avancées sont passionnantes. Maghreb et l'autre impose pour nous de nous questionner autour du Maghreb, encore une fois. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de venir hier. Je suis sûre que cette question a été probablement traitée. Les Maghrébins entre eux, ça dépasse l'union du Maghreb arabe, d'après moi, puisqu'il y a une histoire commune, il y a une diversité culturelle, économique, politique, etc. Mais il y a aussi une histoire qui nous lie. Et donc, le paradoxe, c'est effectivement que ce Maghreb n'a pas pu bâtir des liens, qu'ils soient culturels, politiques, économiques, de mobilité également, parce que nous parlons beaucoup aujourd'hui de jeunes, nous parlons beaucoup d'intégration, mais avons-nous défendu cette intégration et cette mobilité au niveau maghrébin? Eh bien, je pense que le constat est que nous en sommes encore très très loin. Et c'est peut-être pour cela que l'union du Maghreb arabe, finalement, est encore en questionnement, en ballonnement. Beaucoup disent que c'est la fin du Maghreb arabe. L'autre paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le Maghreb est un enjeu, c'est vrai, sécuritaire, culturel, mais c'est un vivier de créativité et de capacité chez ces jeunes qui sont des cibles pour le terrorisme, pour la migration, etc. Donc, toutes ces conventions et tous ces accords finalement, et je rejoins M. Ben Bécher qui nous parle d'hypocrisie, effectivement, à mesure qu'elles s'accroît, ces conventions et ces accords, le jeune maghrébin et ce peuple maghrébin se sent de plus en plus exclu de la Méditerranée, de cette politique euro-méditerranéenne. Et pourtant, on parle beaucoup du vivre ensemble, on parle beaucoup de dialogue entre les cultures, on parle de conventions. L'UNESCO, elle nous a proposé une multitude de conventions au niveau de la diversité culturelle, etc. Donc, cette relation entre le Maghreb et l'autre, elle est tumultueuse, elle est aujourd'hui, d'après moi qui est très très optimiste, et je rêve en un Maghreb arabe multiculturel et intégré, c'est mon rêve en tout cas, puisqu'on n'a pas réussi l'économique et le politique, mais je dis que nous avons besoin, encore une fois, de beaucoup discuter et de nous imposer, d'imposer nos créateurs dans la mobilité au niveau du Maghreb, de la Méditerranée, et cela de nos intellectuels également, parce que finalement, après la fin de la guerre froide, on nous a proposé deux paradigmes, et on avait à choisir entre Fukuyama qui nous proposait la fin
de l'histoire et du dernier homme, avec la victoire de la démocratie libérale, ou alors on avait le choix de choisir Samuel Huntington avec son choc des civilisations. Bon. Et puis aujourd'hui, on nous propose ce paradigme de transitologie qui a des points positifs et des points négatifs. Donc, moi je pense qu'il faudrait s'impliquer. Les Maghrébins doivent s'impliquer dans leur relation avec l'autre pour que ce soit une relation beaucoup plus équilibrée et que ce ne soit pas une relation de tutelle, voire de colonisation, et dans ce cas, ce serait le retour de l'histoire. On est priant vraiment d'être concis au maximum. Le docteur Walid Dabon, merci pour votre courtoisie. Professeur Capasso, tu souhaites peut-être, Michael, d'y intervenir? Oui, je vais répondre à Madame la ministre de la Culture, que je partage tout à fait ce qu'elle a dit, mais il faut être optimiste. C'est-à-dire, on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau, et le Maghreb arabe, même si les politiques sont au niveau plus bas, comme j'ai dit, du Moyen-Âge, même s'ils ne comprennent rien, le Maghreb, c'est un concept dans l'histoire, dans la mémoire, dans la géographie, dans les véritables histoires de nos villes, qui c'est une histoire de conter, de tradition, etc. Et alors, je vais répondre aussi à monsieur qui m'a dit qu'est-ce que fait l'Europe. Mais l'Europe, il y a, comme je dis avant, des problèmes de réaffirmer leur identité. Et chaque pays a des problèmes dans son intérieur. Donc, il faut récupérer le grand travail que font des institutions modestes comme la nôtre, comme la Fondation Konrad Adenauer et d'autres, pour récupérer dans un tableau de coordination générale ce que l'Europe n'était pas capable de faire. Nous avons réalisé 148 projets européens et nous ne participons pas plus à des projets européens parce que le 80% du temps s'est perdu dans des affaires bureaucratiques. Nous avons démontré qu'avec le 20% de ressources qui suffit pour faire les projets européens, nous sommes capables de faire les mêmes choses. Alors nous cherchons cet argent avec des donateurs, des bénévoles, et nous sommes capables de le faire dans la moitié du temps, quelquefois même plus. Alors, quel est le grand défi? D'éviter des duplications. Aujourd'hui, nous sommes au 60% de duplications. Dans le même jour, il se déroule les mêmes colloques avec les mêmes thématiques, avec les mêmes résultats qui n'aboutissent à rien. Pourquoi? Parce que l'Union européenne n'a pas aucun intérêt que les choses qui sortent de leur projet puissent se consolider dans des choses structurelles. Et ça, c'est une chose mauvaise. Et au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consolider les choses qui des institutions comme Konrad Adenauer et les autres ils font pour laisser une mémoire visible dans le temps. Et alors, des colloques comme celui-là, le concept du Maghreb arabe, la fondation Konrad Adenauer se trouve dans des pays du Maghreb, il doit être encadré dans des maisons du Maghreb arabe comme nous avons fait à Naples, où chacun valorise les choses qui dans ce moment historique peut être valorisées et rassembler le peuple. La cuisine quelquefois, la musique, l'artisanat, les choses, tout en mémorisant avec les systèmes, avec les portails Internet, etc. C'est au niveau global que le concept de Maghreb arabe doit être affirmé et retourné sur le terrain dans les pays de départ. Ça, c'est possible. Nous travaillons sur ça. Nous l'avons expérimenté. Il faut seulement le mettre bien dans des règles et les amis de l'Allemagne sont très bravos. Quand j'étais architecte, j'ai travaillé seulement avec des Allemands et j'ai pu tout travailler dans les temps et dans la qualité, toutes les choses que j'ai fait. Donc l'Europe, c'est pas capable aujourd'hui de réaliser tout ça. Il faut compter sur des institutions de la société civile, aussi politiques, aussi d'autres, pour mettre en place des actions concrètes et réaffirmer le Maghreb arabe comme une région importante dans l'équilibre du monde de la Méditerranée. Merci, merci. Tous les Tunisiens savent très bien que notre enfant, notre élève maintenant, surtout sur les plans des langues, parce que vous parlez, présentez essentiellement beaucoup sur les